Salut et bienvenue pour un nouveau top 15 perso. Ça faisait un petit moment qu'on n'en a pas fait et pour compenser ça on va en faire deux mois de suite. Et pour cause c'est que les deux top 15 persos qui vont suivre seront liés à une chose dont je me suis toujours targué dans mes vidéos, c'est d'être fier d'avoir un avis qui n'est pas toujours du côté de la masse. C'est vraiment une fierté pour moi d'assumer totalement mes goûts qui diffèrent de la masse, de la grande majorité des gens. Et c'est un petit peu ce que je veux refléter dans les 2 mois qui vont suivre. On va traiter des films, pour commencer, que les gens détestent et que moi j'aime bien. Et le mois suivant, vous vous doutez un petit peu, ça va être les films que les gens adorent et que moi j'aime moins bien. Sachant que, je précise, j'aime moins bien dans le sens où assez bizarrement, croyez-le ou non, il n'y a pas énormément de films adorés par les gens que je n'aime pas. Il y a des films que les gens aiment bien, que je n'aime pas, oui, mais les films que les gens adorent, il n'y en a pas des masses. Donc ce sera vraiment des films que je jugerai surestimés à titre personnel, mais que pour une grande partie, je trouve corrects. Seulement, sans plus, ou un truc comme ça. Et là, ça va être pareil pour cette liste. Il y a très peu de films que les gens détestent et que moi j'adore, que je trouve géniaux, tout ça. Vraiment, non. Hein. La liste que vous allez voir tout de suite, ça va vraiment être la liste de films que je trouve soit corrects, soit pas mal, soit bien sans plus. Voilà, hein, va pas y avoir de films que je trouve génialissimes et injustement critiqués au plus haut point, alors que pour moi ce sont des grands chefs-d'œuvre à titre personnel une fois de plus. Non, il y a pas trop ça. Il a failli y avoir ça, mais par rapport à mes critères, je me suis rendu compte que ça correspondait pas trop à ce que je voulais faire, puisque voilà, pour désigner un petit peu cette liste, savoir quel film correspond un petit peu aux critères adorés par les gens, je me suis référé à 3 sites en particulier. Pas juste un seul, 3. Hein. Il y a des gens qui se réfèrent seulement à un site, je trouve ça un petit peu ridicule. C'est bien de voir un petit peu au-delà de ça. Parce que je sais pas, ne serait-ce que le film Kim Possible 2019 sorti sur Disney Channel, sur Rotten Tomatoes il est à 100% parce que tous les critiques qui l'ont vu ont trouvé qu'il était bien. En tout cas au moment où je vous parle, si ça se trouve ça a changé, hein, c'est pas impossible, mais voilà, au moment où je vous parle, tous les critiques qui ont vu le film ont jugé que ça se regardait. Tandis que sur IMDb, les gens trouvaient que c'était pas génial ce film, hein. Il a une moyenne de 3,7 ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a une différence assez notable dans, dans la façon dont c'est considéré ce film, parce que déjà Rotten Tomatoes c'est un cas particulier qui pour moi n'est pas super précis, reflète pas vraiment l'avis des gens. Le pourcentage que vous voyez sur le site Rotten Tomatoes, c'est le pourcentage des gens qui ont trouvé que c'était un film acceptable au moins. C'est-à-dire que lorsqu'un film a 100% sur Rotten Tomatoes, ça veut pas dire une seule seconde que les gens qui ont vu ce film l'ont adoré et ont trouvé quasiment aucun défaut ou quelque chose comme ça. Ça veut juste dire que toutes les personnes qui ont vu le film ont jugé que c'était supérieur à la moyenne. Voilà, ça valait au moins au-dessus de 10, en résumé, grossièrement. Et donc voilà, étant donné que c'était plus ou moins pour eux, il y a eu que des plus, et donc ça correspond à 100%. Et ouais, c'est très restreint pour moi, hein. Ça reflète pas exactement l'appréciation d'un film. Pour moi, l'appréciation d'un film, c'est très nuancé, hein. C'est pas c'est bien, c'est pas bien. Et c'est un petit peu ce que reflète ce pourcentage. Les gens qui trouvent que c'est bien par rapport aux gens qui trouvent que c'est pas bien. Alors qu'il y a énormément de nuances. À quel point c'est pas bien, à quel point c'est bien, etc. C'est pour ça qu'en plus de Rotten Tomatoes, je me suis un peu fié à IMDb, qui est un site qui fait la moyenne de tous les gens qui ont vu le film et qui ont donné leur note. Et sur Allociné, parce que c'est important quand même de faire gaffe à comment ils considèrent un film chez nous par rapport à comment ils considèrent un film chez les Américains. En tout cas, ouais, je me suis fié à ces 3 sites pour déterminer quels films étaient considérés comme mauvais pour les gens et quels films seront considérés comme géniaux pour les gens. Voilà pour le prochain top 15. Et l'ordre d'importance de cette liste, ça va être par rapport au rapport entre la façon dont les gens trouvent que le film est mauvais, hein, le degré de mauvais selon les gens, et le degré de bien pour moi. Voilà, donc plus le rapport sera élevé, plus ce sera mieux placé dans ma liste de top 15. Sachant que, ouais, il y en a pas mal de films là-dedans, et je me suis rendu compte que j'avais fait une liste supérieure à 15. Et avant de commencer cette liste, j'aimerais faire 2 mentions honorables
de films que je croyais être méprisés mais qui ne le sont pas tant que ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été considérés dans ma liste et j'en parle rapidement parce que c'est intéressant pour moi de voir comment un film peut être considéré en termes de critique, en termes de diffusion publique et comment il est considéré réellement, véritablement par les gens d'après les sites en règle générale. Par exemple, bon, j'en parle rapidement, mais les films live action Disney, même ceux sur lesquels on a tendance à le plus cracher, tels La Belle et la Bête, et ben tous ces films-là, ils sont appréciés. Ah oui, le grand public et même les critiques, en gros, trouvent que ça passe, ou alors que c'est génial, hein. Et pourtant, vous verrez énormément de gens chier sur La Belle et la Bête, le remake récent, mais je peux vous assurer que globalement, les gens ont apprécié ce film, hein. Vraiment, hein. Par rapport à comment c'est considéré, les notes globales qu'il a sur les 3 sites, je peux vous assurer que les gens apprécient globalement ce film, hein. Et c'est le cas également avec les 2 films dont je vais vous parler tout de suite. Le premier étant Indiana Jones 4. Alors, je suis un peu surpris de voir qu'il est aussi bien considéré sur Rotten Tomatoes et sur Allociné, étant donné toutes les crasses que j'ai entendues sur lui, le nombre de fois qu'il a été critiqué, jeté dans la boue comme quoi c'était une insulte à ce que représentait Indiana Jones, mais énormément de gens trouvent que ça passe, c'est pas si mal que ça, et je suis plutôt d'accord avec ces gens-là. Je trouve qu'en termes d'action-aventure, ça fait le taf, il y a des trucs un petit peu grossiers, mais pas affreux non plus. Ça vaut pas les opus 1 et 3, mais honnêtement, je préfère cet opus au deuxième, hein. J'ai vraiment pas accroché à beaucoup de trucs dans ce film-là, ne serait-ce que les personnages de soutien qui étaient gonflants, hein, le petit chinois et la femme est irritant, et des trucs qui en faisaient trop pour pas grand-chose, c'était un peu gratuit aussi. Voilà, ça restait un film qui se regardait, avec des moments un peu forts, mais globalement, je préfère Indiana Jones 4, hein. En termes de qualité globale, je préfère Indiana Jones 4. Voilà, et je m'attendais à défendre ce film-là, mais les gens ont apprécié à peu près autant que moi, en règle générale. Pareil avec un autre film, là c'est un cas un peu particulier, c'est Sucker Punch. J'aime énormément ce film, et aux États-Unis il n'est pas très bien vu. Voilà, donc je pourrais peut-être le défendre, mais le fait est que je parle pas trop à un public américain, je parle à un public français, et à nouveau, j'ai pris en compte les notes d'Allociné, et sur Allociné, les gens apprécient beaucoup ce film. Bon, on sent peut-être légèrement le côté France fangirl de Zack Snyder, vu que la quasi-totalité de ses films sont considérés comme bien sur Allociné, donc voilà, mais n'empêche que oui, les Français, en règle générale, ont beaucoup apprécié ce film, et j'ai beaucoup apprécié ce film, j'ai adoré là où ça voulait en venir. Il y avait un peu trop de fanservice gratuit qui était un peu ennuyeux, mais en dehors de ça, je vois vraiment pas de gros problèmes là-dedans, quoi. Quelques petits moments un peu discutables ci et là, mais il y a des tonnes de films qui ont fait largement pire, et je trouvais que ça créait une ambiance, une mentalité, quelque chose de très fort par rapport à ça, par rapport à ces femmes qui doivent se soulever, dans un cadre un peu spirale infernale où on se crée des couches et des couches d'imagination qui s'empilent pour essayer d'éviter la dure réalité des choses. J'ai trouvé que c'était très bien foutu, que ça passait nickel. Stylistiquement, c'est pas tout à fait aussi fort que Watchmen, mais c'est quand même vachement efficace. Mais bon, apparemment, beaucoup de gens sont d'accord avec moi là-dessus. À nouveau, j'ai vu énormément de critiques dire à quel point ce film était naze. Et j'ai le sentiment qu'ils sont surtout influencés par le fait qu'on voit un peu trop souvent des femmes en petite tenue. J'ai le sentiment que c'est ça qui les a le plus bloqués, personnellement. Mais quand on voit au-delà de ça, je trouve quand même qu'il y a beaucoup plus à voir là-dedans que ça. En tout cas, trêve de préambule, c'est parti pour le top 15 des films que tout le monde déteste, mais pas moi. Numéro 15, ex-aequo entre Sexy Boys et Elfon. Oui, 2 films français et qui ont vite été oubliés parce qu'ils n'ont pas reçu un grand accueil critique et populaire, donc les gens ont vite passé à autre chose. Et à leur sortie, on leur a craché vivement dessus pour une raison assez simple à voir, c'est que ça voulait recopier 2 films populaires américains. Sexy Boys, pour commencer, ça voulait clairement recopier la formule American Pie, et Elfon, ça voulait recopier la formule typique de film d'horreur américain avec une espèce d'entité maléfique sous le biais d'un objet ou quelque chose comme ça qu'il faut affronter alors qu'on suit des lycéens, quelque chose comme ça. Et c'est vrai, je reconnais clairement que ça veut s'inspirer de façon assez directe, pas super subtile, de ce genre-là, mais c'est quand même quelque chose que j'apprécie.
que le cinéma français essaye à cette époque-là, maintenant ça commence de plus en plus à se faire, mais à cette époque que le cinéma français essaye de partir vers autre chose que les comédies typiques qu'on fait et que ça veuille faire quelque chose d'un peu différent de la norme française, même si c'est pour recopier plus ou moins bêtement le style américain. Moi je trouve que ça rendait ça un chouïa frais, et j'apprécie quand même ce qui a été fait dans ces films. Je trouve pas non plus que ce soit de bêtes copies sans âme ou quoi que ce soit. Ça a essayé de se faire sa petite personnalité, sa propre identité. Pour commencer, Sexy Boys, on sent clairement que ça veut jongler sur les mêmes types de gags qu'American Pie, mais c'est parti vers quelque chose d'un peu différent dans la considération qu'ont les garçons pour le sexe par rapport à ça, et vers la conclusion qui vient après. Je trouve que pas mal de personnages s'en sortaient tout à fait correctement, les acteurs s'en tiraient très bien, il y avait beaucoup de gags typiques qui passaient bien, et comme je l'ai dit, on part vers une conclusion un peu différente, où tout le monde a ce qu'il veut à la fin, il couche, et il n'y a pas vraiment de grande morale à en tirer. Là, on en tire une morale, on fait un peu évoluer les personnages, et c'est pas sensationnel, il y a même des grossièretés un petit peu difficiles à défendre, mais quand même, ça passait bien. Voilà, c'était pas un film énorme, mais j'ai pris un peu plaisir à le voir. Et c'est un peu pareil pour Alphonse, c'est pour ça que je l'ai mis ensemble, histoire de dire, où on suit Jean-Baptiste Meunier, c'est-à-dire le choriste, si vous souvenez du film, avec Gérard Jugnot, qui a donc grandi et n'a plus sa voix d'ange, et qui a trouvé donc un téléphone portable ultra magique, qui finira par être démoniaque. C'est super typique, mais il y a pas mal de moments à la fois humoristiques, légers là-dedans, qui passent bien pour alléger l'aspect horreur, et des moments horreur qui faisaient bien leur taf. Je trouvais que les trois personnages principaux, sans être extraordinaires, passaient bien, ils n'étaient pas désagréables ou totalement gimmickesques, ils passaient tout à fait correctement. Et il y avait pas mal de moments de tension, d'horreur qui passaient très bien. C'était pas un grand film non plus, mais c'est un petit film d'horreur qui se regarde rapidement comme ça, et c'est tout ce que j'ai à en dire. C'est pas des films que je compte me revoir de sitôt, c'est évident, mais quand je les ai vus, j'ai pas passé un mauvais moment. Et ouais, il mérite pas d'être bêtement relégué à de pâles copies de ce qu'ont voulu faire les Américains. Ça a essayé quand même d'avoir sa petite identité et de faire quelque chose d'un peu fourni. Numéro 14, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Ah, je sens qu'il va y avoir pas mal de gens qui seront pas d'accord. Alors, je trouve qu'on a tendance à être peut-être un chouïa dur avec ce film, en le mettant au même niveau que le troisième, Astérix aux Jeux Olympiques. Sachant que, quitte à me faire détester, je trouve pas que Astérix aux Jeux Olympiques soit si horrible que ça durant la grande majorité du film. Voilà, histoire de bien mettre tout le monde à dos. Je comprends très bien les problèmes qu'il y a, on veut trop jouer sur sur les vedettes qu'on peut engager là-dedans, et il y a certains gars qui sont un peu grossiers, des trucs qui sont en trop, etc. Mais globalement, l'humour passe correctement et l'histoire se suit. Il y a des parenthèses un peu dommageables et grossières qui gênent beaucoup, mais j'arrive quand même à être pris dans pas mal de gags qu'on veut faire passer, et c'est plus ou moins la même chose avec Astérix et Obélix sur ce service de Sa Majesté. Oui, il y a des parenthèses débiles, c'était pas la peine de montrer les Normands, ou les Vikings, je sais plus si c'est les Normands il me semble, voilà, ça servait absolument à rien de montrer les Normands, c'était complètement débile ça. Il y a des trucs, parenthèses débiles, mais globalement il y a quand même du développement intéressant. Je trouve que Fabrice Lucchini en César apporte sa patte particulière, comme l'ont fait les autres incarnations de César avant dans les films live action, qui passent tout aussi bien que d'autres. Voilà, à chaque fois, on changeait de César, et à chaque fois, c'était vraiment une interprétation différente, et moi, je trouvais qu'elle passait bien, celle-là. Le petit développement qu'on va faire autour d'Astérix et Obélix, un peu rapide, malheureusement, passait quand même bien. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui passaient bien dans ce film, et ça compensait les grossièretés, parenthèses qui survenaient régulièrement. Et c'est un peu pareil pour moi dans Astérix aux Jeux Olympiques, seulement il y a un énorme problème, vraiment un énorme problème, avec la fin. Ouais, le final, c'est la chose, peut-être la première ou la deuxième chose la plus insultante que j'ai jamais vue en termes de fin de film. Voilà, j'hésite entre le numéro 1 et le numéro 2 avec Frankenweenie. C'est vraiment ces deux fins-là qui sont pour moi les plus insultantes que j'ai jamais vues. Et ouais, cette fin est... c'est du racolage débile
qui gâchait absolument tout ce que vous aviez instauré, histoire de faire référence à des trucs qui sont populaires. Mais vraiment tout le temps, quoi. C'est comme si on résumait Astérix à ça. Carrément, alors qu'ils n'ont pas eu l'audace de faire ça dans le 4e film, pour moi. Et c'est pour ça que globalement, si je vois les choses qui m'ont plu, les choses qui m'ont moins plu, ça se compense et ça fait quelque chose de regardable. Pas extraordinaire, vraiment, c'est passable, mais honnêtement, j'ai pas passé un mauvais moment. Voilà, j'ai quand même eu beaucoup de moments où je me faisais plaisir à regarder ça. Et voilà, je trouve pas que ce soit un visionnage affreux, même si c'est clair et net que la plupart des dessins animés ont fait beaucoup mieux que ça, c'est évident, mais je trouve pas que ce soit un visionnage affreux. Cela dit, je comprends aisément qu'on en veuille à ces films, parce que oui, on peut faire beaucoup mieux que ça. Mais je suis totalement d'accord, on peut faire beaucoup mieux que ça. Hein. Ce 4e film aurait pu bénéficier d'une écriture bien plus recherchée, je suis totalement d'accord, et je comprends aisément qu'on voit ça comme une insulte. Après, quand je juge à titre personnel la qualité du produit que j'ai en face de moi, je trouve pas que ce soit si affreux que ça. Contrairement à énormément de gens, mais bon, on va pas renier ses goûts non plus. Numéro 13, Chapeau melon et bottes de cuir. Un film très peu considéré une fois de plus, qui, d'après énormément de gens, soit reprenaient mal la série de base, soit était juste un film sans intérêt, un peu trop ridicule. Et sincèrement, je trouve que ça crée une ambiance comédie caustique, pas mauvaise, plutôt sympa. Ouais, le concept autour de nos deux personnages, c'est qu'ils sont très stoïques. Ils ont vraiment la flegme anglaise, et donc dès lors qu'il leur arrive un truc, ils réagissent de façon très pragmatique. Et apparemment, il y a des gens qui n'arrivent pas à être pris là-dedans, pris dans les personnages, vu que si pour eux ça n'a aucun impact, ça devrait pas en avoir pour nous. Alors que pour moi, je vois clairement où ça voulait aller. Le truc, c'est qu'on a affaire à des personnages que rien ne déphase. Ils sont face à leurs nombreuses adversités en battant à peine un cil. Bon, j'exagère un petit peu parce que quand même, lorsqu'ils sont dans la panade, ils réagissent un petit peu. Mais voilà, je trouve que ça crée une ambiance un peu particulière et des protagonistes très intéressants. Dans la personnalité qu'ils dégagent. Je trouve pas que dans le développement de leur personnage il y ait grand chose, hein, nous sommes d'accord, mais je trouve que c'est ce côté flegmatique a quelque chose, un côté pince sans rire très efficace. Et le fait qu'on crée des situations volontairement un peu ridicules avec des méchants qui s'habillent en nounours, qui se déguisent en nounours pour passer incognito, ce genre de choses, il y a pas mal de moments que j'ai trouvé très efficaces en termes de comique léger, presque british. Moi, je trouvais que ça passait bien. Après, l'action est quand même sympathique à plusieurs moments. Il y a quelques trucs très bizarres en termes scénaristiques, très discutables. Je ne trouve pas une seule seconde que ce soit un grand film, nous sommes d'accord. Il est pas mal sans plus. Mais je trouve que ça se regarde bien. Mais tout le monde lui chie dessus. Et ouais, je me sens vraiment un peu seul par rapport à ça. Cela dit, je vais pas renier le fait que j'aime bien ce film et que c'est pas impossible, un de ces quatre, que je me le revoie. Numéro 12, Les 4 Fantastiques, l'opus des années 2000. 2008, je sais plus trop exactement, enfin bon. Beaucoup de gens reprochent à ce film une chose que je peux pas particulièrement grandement défendre parce que c'est vrai que c'est un problème, le fait que nos héros provoquent la plupart des catastrophes qu'ils doivent empêcher et qu'ils ne font que se défendre et sans aider vraiment les gens. J'avoue que c'est un problème et ça m'empêche de grandement adorer ce film, mais en dehors de ça, j'ai adoré la dynamique. Vraiment, j'ai adoré la dynamique entre nos quatre personnages qui se mettent un peu dans les pattes les uns des autres, qui ont un passif déjà établi où on doit vraiment découvrir un petit peu ce passif entre eux. Les acteurs s'en tirent correctement. Je trouve que même Jessica Alba, elle passe correctement aussi. Les effets spéciaux ont pris un peu avec le temps, mais je trouve qu'on a fait largement pire. L'action passe très correctement. Et ouais, il y a pas mal de petites répliques, de petits punchlines comiques qui passent bien, qui montrent bien la petite dynamique vive entre nos personnages qui, pour moi, est efficace. Je trouve que ça faisait parfaitement le taf pour une série légère de super-héros qui n'a pas de grandes prétentions. Ça cherche pas à aller très loin et je peux comprendre que ça vexe un peu les fans des 4 Fantastiques, mais à titre personnel, je trouve que les personnages sont vraiment pas si foirés que ça, que l'action passe très correctement. Une fois de plus, je me répète, je suis désolé. Et ouais,
on passe un bon petit moment en regardant ça. Ça vaut pas grand chose, mais au moins, pour moi, en termes de scénario, ça vaut bien mieux que la suite. Assez bizarrement, beaucoup de gens viendront dire «Oh, mais le deuxième opus, il est mieux et tout et tout». J'ai un énorme problème avec cet opus, tout va beaucoup trop vite. J'arrive à peine à être investi dans quoi que ce soit, étant donné que vous foutez tout n'importe comment, des tonnes de conflits à la con qui mènent à rien, etc. Le surfeur d'argent qui est traité comme un truc secondaire. Pareil pour Galactus à la fin. Ah tiens, il y a ce petit souci, on règle ça rapidement en 5 minutes. C'est du foutage de gueule la façon dont tout va trop vite. Pour raconter beaucoup trop de trucs, alors que là, le problème de ce premier film, c'est le fait que ça raconte pas grand chose à part les origines des personnages, et le fait qu'ils doivent un petit peu nettoyer leur merde, quoi, plus ou moins. Ce qui peut être problématique, mais au moins ça prend son temps pour instaurer des trucs. Alors que là, ça prend pas son temps pour instaurer quoi que ce soit, ce qui fait que quasiment rien n'a d'impact pour moi dans ce film. C'est pas un film horrible, mais c'est un film raté. Alors que pour moi, le premier n'est pas raté. Il aurait juste pu faire beaucoup mieux, mais pour ce qu'il a fait, c'était pas si horrible que ça, personnellement. Numéro 11, Next. Assez surpris de voir que ce film soit si peu apprécié, et surtout grandement oublié de la part du public. Parce que la première fois que je l'ai vu, bon, j'étais encore en stade où j'avais pas non plus cette vision critique un petit peu détaillée que j'avais, c'est-à-dire que je faisais pas gaffe à tous les détails, mais quand même, je me suis revu après, et même en l'étant revu, j'ai trouvé quand même qu'il était efficace sur beaucoup de points. On suit donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la vie de Nicolas Cage, je sais plus son nom exactement, qui a le pouvoir de voir le futur quelques heures, une petite journée à l'avance, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement la durée, mais c'est vraiment une période relativement courte à l'avance, et ça lui permet donc de prévoir chaque coup qu'il doit faire. C'est-à-dire à chaque action qu'il fait, il peut entrevoir le futur par rapport à ça, et donc faire la bonne action par rapport à ce genre de choses. Ce qui amène donc à ce qu'on veuille un petit peu l'exploiter pour contrer des terroristes. En gros, voilà, je ne veux pas aller dans le détail, je ne me souviens plus exactement de tous les noms. J'ai vraiment été pris par sa façon de se détacher de tout ça, et ce qui finit par le convaincre un petit peu petit à petit de participer à ça, et la façon dont ses pouvoirs étaient étalés. Je trouvais que c'était visuellement super bon, et que ça amenait pas mal de moments assez forts, où il était pas mal badass, Nicolas Cage. Je trouve que c'est un film d'action science-fiction fantastique qui fait bien son taf, sans être extraordinaire, mais il fait vraiment bien son taf. Et je suis un peu déçu que la suite, qui a été un petit peu... qui semblait un petit peu prévue vu la fin du film, n'ait pas été mise en chantier, vu le faible succès qu'il a connu, celui-là, mais... Vraiment, je trouve que c'est un film efficace. Il y a quelques trucs grossiers, évidemment, à nouveau. Je vais pas m'étendre sur tous les détails, mais il y a des choses à redire, c'est évident. Des trucs qui s'enchaînent de façon pas super subtile et pas très fluide, je reconnais. Mais quand même, globalement, le personnage passait très bien, et l'action, les enjeux, moi j'étais pris dedans. Vraiment, c'était un bon petit film d'action fantastique. Numéro 10, Seul. Je suis sur le cul de voir le nombre de fans de la BD qui ont chié sur ce film parce qu'il a essayé de condenser intelligemment, contrairement à un certain autre film, quelque chose de long qui tient sur 4 ou 5 tomes en un film d'1h40. Et je trouve que, contrairement donc à cet autre film, il s'en est tiré acceptablement sur plusieurs points. J'ai trouvé que le fait de sauter certains détails qui étaient assez, je trouve, à titre personnel, anodin et superflu dans le récit, dans les BD, c'était plutôt intelligent. Et la petite révélation, enfin le rebondissement qu'il y a à la fin du 5e tome, si je ne m'abuse à nouveau, 5e ou 6e, je me semble que c'est 5e, je suis plus sûr à 100%. Moi j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux amené au sein même du film, parce que au sein de la BD, je ne vais pas aller dans le détail, au sein de la BD, on essaye de créer cette espèce de mystère pourquoi nos personnages se retrouvent seuls dans leur ville, alors que ils sont passés où tous les autres? Où sont passés tous les adultes, tout ça, et les autres enfants? Et on avait cette espèce de mystère sur lequel on n'arrêtait pas de réfléchir, etc. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire et tout, pour qu'à la fin, la résolution soit un truc pas basique, mais un peu facile.
Voilà, la solution est un peu facile, à titre personnel, je le redis, et le fait qu'il veuille à tout prix créer une espèce de justification scientifique, du moins là où j'en suis dans la BD, j'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça un petit peu gros, alors que là ils l'ont emmené de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, beaucoup plus satisfaisante parce qu'on n'en fait pas des caisses sur ce mystère. Sachant que la réponse est la même, hein, au cas où. Après, c'est pas pour dire qu'il y a des choses qui me gênent pas. Oui, il y a des choses qui me gênent. L'antagoniste qu'on a repris de la BD a perdu presque toute once de subtilité, et le personnage d'Ivan est complètement réduit à néant avec cette espèce de personnalité de merde. J'avais envie de le baffer ce con-là. Mais à côté de ça, il y avait d'autres personnages qui étaient mieux réussis que dans la BD, je trouve. Beaucoup moins ennuyeux, et je trouvais que ça passait mais bien. C'était pas mal comme film, c'était pas un film sensationnel, une fois de plus, hein. Aucun film que je traite là-dedans n'est sensationnel, je dis tout de suite, mais je trouvais qu'il y avait pas mal de liberté prise et de raccourcis qui ont été faits très intelligemment dans l'adaptation et qui rendaient totalement justice à la BD, même si à côté de ça, oui, il y avait des trucs très grossiers, des raccourcis à côté qui étaient gênants. C'est dommage, mais je trouve que le bien arrivait beaucoup mieux à compenser le mauvais là-dedans. Ah oui, c'est ça, c'est le tome 5. Numéro 9, Les Schtroumpfs, un film que les gens détestent et que je trouve acceptable. Vraiment, hein, il est pas génial, il est correct sans plus pour moi, mais il se regarde. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'idées, beaucoup de bonnes idées autour de la Schtroumpfette qui ont été complètement mis à la trappe et traitées avec le cul dans le film suivant. Je trouve que le concept de base n'était pas si affreux que ça. Je trouve que ça passait tout à fait acceptablement le fait de faire venir les Schtroumpfs à une époque plus contemporaine. Bon, bien entendu, il fallait que ce soit les États-Unis, mais c'est toujours les États-Unis, hein. C'est un film américain, faut que ce soit toujours sur les États-Unis. Vous attendiez à quoi? Cela dit, oui, le fait de créer un portail magique qui relie le monde des Schtroumpfs à une époque plus contemporaine, moi je vois pas en quoi c'est plus discutable que certains scénarios qu'on a eu dans les BD, hein, surtout dans la période plus récente, hein. C'est pas si naze que ça, je trouve. Voilà, donc l'idée n'était pas si mauvaise. Le personnage de Neil Patrick Harris était pas extraordinaire non plus, mais il était quand même sympathique, et sa façon d'être un peu agacé par les Schtroumpfs, puis un peu pris par leur mentalité, moi je trouvais ça un petit peu mignon à suivre. Il y a plusieurs moments un peu sympa où on suit bien la mentalité des Schtroumpfs et l'action autour de Gargamel. Gargamel qui honnêtement était assez fun, l'acteur s'est plutôt bien lâché dans son interprétation et je trouve qu'il faisait un travail acceptable. C'était pas non plus extraordinaire, hein, ne serait-ce que la version du film animé plus récent est bien mieux que celle-là, mais ça allait quoi, j'ai vu largement pire. Après oui, c'est le problème qu'on a avec le réalisateur qui s'appelle Raja Gosnell, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a cette tendance à considérer un petit peu le public jeune comme des abrutis la moitié du temps, ce qui fait que même quand on a un bon scénario, il a cette tendance à l'agrémenter le tout de moments débiles, très cons, qui sont assez irritants. Et c'est vrai que c'est un gros problème dans ce film, qui m'empêche pas d'apprécier quand même beaucoup de choses sur lesquelles ça veut partir, à titre personnel. Mais oui, il y a des moments que j'ai trouvé complètement nazes et pourris, hein. Nous sommes d'accord, je trouve pas une seule seconde sur un film génial ou quoi que ce soit. Le pire moment, c'est évidemment de loin le moment du rap Schtroumpf. Ah oui, ceux qui ont vu le film, j'irai pas défendre une seule milliseconde cette scène, hein, c'est de la merde, hein, la putain de grosse merde, hein, on est d'accord, hein. Et il y a d'autres trucs aussi, il n'y a pas que ça, il y a des moments qui sont très ridicules et pas super bien réfléchis là-dedans, c'est évident, mais histoire globale, les personnages, je trouvais que ça passait bien. Voilà, je sais que j'arrête pas de dire ça souvent, je manque un peu de vocabulaire, vous m'excuserez, je vais essayer de faire un petit peu mieux pour la suite quand même, mais voilà, c'était suffisamment efficace, suffisamment relativement bien pensé pour pas que je trouve que ce soit à chier. Je trouve que ça fait suffisamment d'efforts pour nous apporter un scénario acceptable et des personnages acceptables. Ce qui fait que ouais, ça a amené pas mal de moments, pas mal de passages que j'ai trouvé
assez prenant pour pas que ce film me déplaise. Malgré le fait qu'il y a eu aussi beaucoup de moments débiles et chiants là-dedans. Je suis totalement d'accord. En tout cas, j'espère qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il est meilleur que le deuxième film. Parce que ça, c'était vraiment de la merde. Numéro 8, Street Fighter, le film, avec Jean-Claude Van Damme. Et ouais, c'est genre le premier film tiré d'un jeu vidéo qu'on cite, avec peut-être Mario Bros, pour dire à quel point, regardez comment ces adaptations de jeux vidéo, c'était de la merde, ça insultait le matériau d'origine, etc., etc. J'ai jamais trouvé que ce film était si affreux que ça. Mario Bros, oui, il m'a pas laissé une forte impression et j'ai trouvé très médiocre après le premier visionnage, mais ce film-là, en toute sincérité, j'ai trouvé qu'il passait correctement par rapport à ses intentions. L'intention de ce film, c'est de créer une comédie d'action, plutôt de l'action-comédie un peu légère, pour divertir, de façon facile mais néanmoins sincère pour moi, et ça fait son taf tout à fait correctement. Je veux dire, on n'a pas à faire un film génialissime ou quoi que ce soit, il y a des choses à redire en termes de scénario et des moments un peu débiles, j'y reviendrai un petit peu sur ce certain élément, mais globalement, dans ses intentions de faire de la comédie-action, ça fait très bien le taf, enfin très bien, j'exagère un petit peu, ça fait le taf. Il y a de l'action tout à fait acceptable, qui est suffisamment prenante, il y a pas mal de moments de comédie qui font très bien l'affaire. Ce film est facilement citable pour moi. Hein. Vraiment, il y a facilement une dizaine de passages que j'ai en tête, que je pourrais vous citer pour dire à quel point ça sait faire de la comédie sympatoche, ça. Parce que oui, tout le monde n'arrête pas de citer le passage avec Bison, c'était un jeudi, mais il n'y avait pas que ça. Il y a aussi le passage de la télé avec Zangief, le moment où Guy se trouve seul contre une armée, il sort son couteau, que l'armée recule alors qu'il croit que c'est lui, alors qu'en fait c'est juste que son autre armée est intervenue sans crier gare. Ce genre de truc, c'est très marrant je trouve. C'est léger, c'est pas non plus sensationnel, mais voilà, ça fait parfaitement le taf pour une comédie d'action, comme on en a vu des tas et des tas durant les années 90, hein. Et personne chie dessus, hein, ces comédies-là. Par contre, ça adapte mal à un jeu vidéo qui repose clairement sur son gameplay et dont la quasi-totalité des gens se foutent royalement du scénar. Mais ça adapte mal le jeu vidéo. Parce que sérieusement, moi je jouais à Street Fighter 2 hein, quand c'est sorti ce truc-là, et j'ai jamais été pris là-dedans pour l'histoire, hein, c'est simplement pour jouer les personnages. Hein. Mes préférés étant au passage Dalsim parce que c'est le plus cheaté de tous, et Chun-Li parce que voilà, j'étais un ado, donc je jouais à ce jeu, mais j'ai jamais trop compris cette espèce de vindicte populaire par rapport au non-respect du matériau de base, quand que ça raconte en termes de scénario, ça vole pas haut. Donc qu'on crée cette espèce d'histoire de conflit militaire, ça ne me gêne pas du tout. Cela dit, je comprends un petit peu les gens qui ont du mal avec le souci principal de ce film, c'est-à-dire le fait de vouloir à tout prix reprendre tous les personnages connus, ce qui fait que c'était un peu trop encombré par moments. C'est vrai que c'est un problème, hein, je pense que c'est le plus gros problème de ce film. Il y a aussi quelques moments scénaristiques un peu grossiers, comme dans énormément de films, sur lesquels on ne s'acharne pas à ce point. Je veux dire, les moments grossiers de scénario qui sont très discutables, je peux vous en citer autant dans là-haut, hein. Et là-haut, il y a tout autant de moments grossiers. Par contre, là, on dit « Oh, c'est pas trop grave, oh, c'est sa propre ambiance, tout ça. » Les gens vont même inventer des théories farfelues pour essayer de les justifier, ces grossièretés. Par contre, il y a quelques grossièretés scénaristiques dans Street Fighter, le film. Oh, hérésie, c'est de la merde. C'est pas le problème principal de ce film. Oui, c'est un problème, c'est pas anodin non plus, mais le problème principal, c'est vraiment le besoin de vouloir reprendre énormément de personnages, ce qui fait que c'est trop encombré. Et le pire exemple, ce qui fait que je comprends aisément qu'on déteste ce film-là, c'est le passage autour de Blanca et Dalsim. Voilà, c'était les personnages le pas maître dans cette adaptation qui se veut plus réaliste que les jeux vidéo. Mais voilà, ils les ont mis et ça occupe une quinzaine de minutes du film qui sont très... que je peux pas pardonner. Hein. C'est très grossier et ridicule. Vraiment totalement ridicule, ça.
et ça gêne un petit peu. Je comprends aisément les gens qui ont un problème avec ça. Mais honnêtement, quand j'entends certaines personnes dire que c'est l'un des pires films qui soit, l'une des pires adaptations qui soit, je trouve qu'il faut pas exagérer, hein. Pour ce que c'est un film d'action qui reprend un petit peu les looks des personnages et certaines de leurs techniques, c'était plutôt sympa. Moi je trouve que lorsqu'on remonte la technique de Guile, à un moment donné, lors du combat contre Bison, ça faisait sympa. C'était très sympa à voir, hein. On voyait quand même qu'il a un petit peu suivi le jeu vidéo. Moi je trouvais que ça faisait très bien le job, hein, en tant que petite comédie d'action. Comme on en a fait des tonnes à l'époque, qui passaient tout aussi bien, et sur lesquels on gueule pas autant. Voilà, c'est pas un film que je compte me revoir vraiment de sitôt parce que bon, pour moi il y a quand même mieux dans le genre, mais vraiment, le fait qu'on chie à ce point dessus, alors que on a fait bien pire, de mon point de vue, je trouve ça excessif. Voilà. Numéro 7, Is No Good avec Michael Youn. Oui, je sais qu'énormément de gens ont chié sur ce film, et c'est un peu pareil que les autres adaptations dont j'ai parlé. C'est-à-dire que je comprends les grossièretés là-dedans, il y en a, mais n'empêche que je trouve que ça a su créer sa propre ambiance et que, à de nombreux moments, l'humour fait mouche. Il y a de nombreux moments où j'ai été pris dans l'humour. Je trouvais que une bonne partie du casting, pas tout le casting, hein, surtout Franck Dubosc, que je n'ai pas compris l'intérêt de mettre Franck Dubosc, c'était de la grosse connerie ça, mais... en dehors de ça, quoi, il y a quand même une bonne partie du casting que j'ai trouvé bien faite. Jacques Villeray, c'était une très bonne idée pour le calife, même si bon, il n'était pas à sa meilleure forme, j'en parlerai un petit peu de ça. Il y a la personne qui joue Dilat Larat, je trouvais qu'il était génial, quoi. C'était limite l'acteur né pour jouer ce rôle. Et Michael Youn, mais vraiment, sincèrement, il s'est mis à fond dans le rôle. Et même si il souffre un petit peu du syndrome que j'aurais reproché à pas mal d'adaptations, c'est-à-dire le fait de vouloir trop faire ressortir sa personnalité d'humoriste par-delà le personnage qu'on incarne, c'est vrai qu'à certains moments on sentait un peu que c'était Michael Youn et plus trop Is No Good. Je trouvais quand même qu'une bonne partie du temps il faisait vachement bien le taf, hein. Ce petit colérique qui s'énervait pour rien, qui tient absolument à être qualifié à la place du calife, punaise il le faisait bien. Vraiment? Et il y a même un truc que j'ai bien apprécié concernant un rebondissement de fin qui, pour ma part, a été bien amené. Voilà, on joue un petit peu sur notre perception des choses, dans la mise en scène, dans ce qu'on peut voir et ce qu'on voit pas, ce qui fait que le rebondissement, il m'a vraiment pris par surprise, je l'avais pas vu venir, et je l'ai trouvé plutôt intelligent. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un film efficace sur pas mal de points. Après, il y a des grossièretés, comme dans les Schtroumpfs, comme dans Street Fighter, etc., comme dans la plupart des films que je vais traiter, qui sont pas défendables pour moi. Le moment Pretty Woman, c'était complètement à chier. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, je vous fais le descriptif rapide. On a un personnage féminin qui apparaît et qui s'appelle Pretty Woman. Parce qu'on est... on est dans un pays arabe antique, et donc ouais, ça fait connotation arabe, tout en rappelant de façon très directe un certain film. Et de base, c'est pas sensationnel, hein. Mais le pire par rapport à ça, c'est que ils ont jugé la blague tellement extraordinaire qu'ils se sont sentis de faire un numéro musical autour de ça. Où Is No Good chante Pretty Woman. Pretty Woman, mais Woman au lieu de Woman. C'est de la merde, hein. On est d'accord que c'est de la merde. Il y a quelques moments grossiers, stupides comme ça, je suis totalement d'accord. Mais la grande majorité du temps, je trouve que c'était bien réussi et que c'était plutôt drôle. La fin aussi me pose un peu problème parce qu'on se centre bêtement sur le calife comme si c'était une histoire centrée sur lui depuis le début alors que ça n'a jamais été le cas. Voilà, on essaye de faire cette espèce de fin happy end à la con autour de lui que j'ai trouvé très mal faite dans le contexte du film, même si je comprends le contexte de l'époque. Faut savoir que Jacques Villeray est mort avant la sortie de ce film, et donc il a eu le temps de tourner ses scènes, mais voilà, il est mort, et donc je pense que durant le montage, ils se sont dit qu'ils allaient lui rendre hommage en changeant la fin, sans la centrer sur Is No Good, mais sur le calife, rapidement, avec les images qu'ils ont, et c'était grossier pour moi. C'est un film centré sur Is No Good, on fait une fin centrée sur Is No Good, merde.
Voilà, je comprends, je pense que je comprends l'intention derrière, je trouve qu'elle était mal avisée. Voilà, c'est histoire de dire. C'est le petit souci qui fait qu'il est légèrement en dessous du numéro suivant. Numéro 6, les Dalton avec Eric et Ramsey. Ouais, ce film-là, comme Is No Good, qui a été raillé parce que ça représentait pas bien les personnages, tout ça, et je trouve que c'est excessif. Je trouve qu'il y a beaucoup de gars qui reflètent très bien l'humour qu'on a déjà fait autour des Dalton dans les BD et dans les séries animées, les films animés aussi. Je trouve que le Lucky Luke qu'ils ont choisi, il faisait très bien le taf aussi. Je le préfère largement à Jean Dujardin, par exemple. Je trouve qu'il avait cet aspect beau gosse, qui se laisse pas déphaser par quoi que ce soit, qui faisait bien l'affaire dans le sens où c'était un personnage secondaire, c'est-à-dire qu'il était quand même présent, parce qu'il doit les arrêter les Dalton, il est présent. Les Dalton, c'est un peu du toucher-coulé, je reconnais. C'est clair et net qu'on se centre davantage sur Eric et Ramsey qui jouent Joe et Avril, comme ça a toujours été le cas. Ça a toujours été soit Joe, soit Avril qui était mis en avant, donc ça change rien par rapport à ça. Et c'est un léger souci que j'ai, je comprends les gens qui ont un problème avec ça, hein, je saisis ça, c'est que la moitié du temps, ils partent trop dans leur humour à la Eric et Ramsey. C'est un peu pareil avec Michael Youn dans Is No Good, on est un peu plus prononcé, malheureusement. Il y a des fois où ils partent trop dans leur délire à la Eric et Ramsey, en prenant leur voix un petit peu typique, qui ne correspond pas trop à la personnalité qu'ils avaient. Mais je trouve que l'autre moitié du temps, ils font un travail tout à fait correct en Joe et Avril. Bon, il y a le souci de taille, mais bon, c'était impossible à retranscrire en live action, on est d'accord. Donc, le souci de taille mis à part, il y avait cette même dynamique où Avril était l'abruti qui se plaignait et tout, et qui, en demandant quand est-ce qu'on mange, et Joe qui s'énervait pour un rien et qui essayait d'être la tête pensante. Je trouve que la moitié du temps, il faisait très bien passer ça. Vraiment. Et le scénario qu'on crée autour de ça, j'ai trouvé tout à fait acceptable et assez satisfaisant dans le sens où les Dalton essayent de trouver un moyen d'arriver à s'en tirer en dépit du fait que ce sont un peu des branques qui se font toujours avoir par Lucky Luke. Donc ils essayent de trouver un moyen, cette espèce d'objet qui leur permettra de se battre là, et je trouve qu'il a été très bien géré, cette espèce de chapeau magique qu'ils partent retrouver. Je trouve que ça faisait très bien l'effet et ça a amené à une fin qui était plus satisfaisante que pour Is No Good. C'est pour ça que je préfère légèrement Is No Good et que je le mets en numéro juste après. C'est que ouais, la fin était plus intéressante dans le sens où on se moque un petit peu de la réalisation, de l'accomplissement des Dalton par rapport à ça. Sincèrement, comme toutes les autres adaptations de BD qu'on a traitées, je comprends aisément qu'on ait du mal avec les grossièretés là-dedans, mais ce serait quand même un peu fort de café, je trouve, de totalement survoler, totalement négliger les choses qui sont bien faites dans ces adaptations-là. Et Is No Good, les Dalton, et même un petit peu Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, je trouve qu'il y a quelques moments où ça passait bien, seul aussi, hein, il y a certains moments où ça passait nickel, quoi, ces adaptations fidèles. Et j'ai le sentiment qu'on les lâche un petit peu en retenant seulement les trucs qui vont pas. Et je comprends très bien qu'on s'énerve sur les trucs qui vont pas, et je comprends très bien aussi qu'on n'aime pas ces films, hein, pour les trucs qui vont pas. Après, aller jusqu'à qualifier ça d'une des pires merdes qui soit, ce serait un peu trop, quoi. C'est un peu trop pour moi. Les Dalton et Is No Good, qui sont parmi les pires films français, ouais, c'est beaucoup trop exagéré, hein. Beaucoup trop exagéré pour moi. Numéro 5, Scooby-Doo 1 et 2. Et je les place pas aussi haut simplement parce que j'aime Sarah Michelle Gellar. Je trouve que chacun des films est un mélange plutôt réussi, à la fois satirique et fidèle de ce que représentaient les séries. C'est-à-dire le côté un peu nunuche, un peu ridicule de la chose excessive, parce que ça a toujours été un peu exagéré et ridicule, hein, tourné un peu au ridicule. Et le côté, on en a conscience et on s'en moque un peu. On tourne ça un petit peu au ridicule, le fait que certaines choses soient tournées au ridicule, entre guillemets. Et je trouve que ce mélange satire, prise au sérieux de la chose, a été
plutôt bien fait. C'est-à-dire que ça savait quand satiriser ce que représentait la série, et ça savait quand la prendre un peu au sérieux. Une bonne partie du temps. Oui, il y a des fois où c'était beaucoup trop con, et ça vient encore du réalisateur qui pose problème, Rajat Gosnell. Il y a toujours cette considération dont j'ai parlé, de prendre son public enfant pour des cons, et donc il faut mettre des scènes stupides dedans. Et on a eu droit aux scènes stupides dans Scooby-Doo 1 et dans Scooby-Doo 2. Je trouve qu'elles sont un peu plus ennuyeuses dans Scooby-Doo 1, personnellement, et que, ouais, Scooby-Doo 1... visuellement, les effets spéciaux ont pris un sale coup, hein. C'est assez discutable, je reconnais, je reconnais. N'empêche qu'il y a pas mal de moments sympathiques là-dedans, dans l'action, dans la satire, dans l'humour, et que j'étais pris dans la dynamique autour de ces personnages, ce qui est mis en place en termes d'action, et sincèrement, même si je comprends assez facilement qu'on n'aime pas le premier, je trouve ça abusé qu'on chie à peu près autant sur le 2, alors que pour moi ça a amélioré pas mal de choses. La dynamique entre les personnages qui ont donc eu l'occasion de travailler ensemble maintenant, les acteurs ont eu l'occasion de travailler ensemble et donc ont gagné une certaine alchimie entre eux, et donc ça marche déjà mieux, et les petits dilemmes de personnages qui sont mis en place, l'action a été davantage mieux traitée. Moi je trouve qu'il y avait énormément de choses qui étaient vachement efficaces, et c'était de bons petits films d'action, humour familiaux qui passaient nickel. Bon, c'est pas énorme non plus, hein, c'est pas des grands films. Le premier, je dirais qu'il est correct, le second, je dirais qu'il est bien sans plus, mais c'était vraiment pas des merdes qu'on a dites pour moi. Et je prends vraiment mon pied devant ces films, ça m'est arrivé de les revoir à plusieurs occasions. Numéro 4, Daredevil, avec Ben Affleck. Oui, il y a quelques petits trucs un peu grossiers une fois de plus, que beaucoup de critiques vous auront pointé, surtout dans le texte aurait pu être mieux fait, c'est évident, mais sincèrement, le personnage, je trouve qu'il a été bien réussi. Ses origines ont été bien mises en place. Je trouve que les conflits qui sont amenés sont pas dégueux du tout. L'action est pas mal. Sa relation avec Elektra, moi je trouvais que pour quelque chose qui devait se faire rapidement, ils s'en sont sortis correctement. Même s'il y a des trucs qui sont un peu grossiers dans la mise en scène, je suis totalement d'accord, hein, dans le texte aussi, c'est pas un grand film non plus. Je trouve vraiment que pour un film de super-héros, ça s'en sort vraiment pas si mal, hein. Ah, surtout quand on compare à son spin-off un peu bizarroïde sur Elektra qui a été sorti après, qui lui est discutable sur beaucoup de points. Là, je peux pas trop le défendre, celui-là. Celui-là, je suis prêt à le défendre sur beaucoup de points. Je trouve que dans la symbolique, dans les conflits qui sont mis en place, dans le jeu d'acteur, surtout la personne, j'ai oublié son nom, je m'excuse, c'est un grand acteur qui joue le Caïd, je trouve qu'il faisait très bien passer. Je trouvais que c'était bon sur pas mal de points. Voilà, j'ai pas énormément de choses à développer, hein. Il y a des trucs grossiers qui ont été pointés, et je reconnais que ce sont des défauts, mais tout de même, globalement, le scénario, le personnage, j'ai pas eu énormément de problèmes avec eux quand j'ai vu ce film. J'ai pas trouvé énormément de choses sensationnelles, c'est évident, mais il y a des choses qui m'ont bien plu, les petites symboliques qui ont été mises en place, etc. Moi, ça passait très bien. Numéro 3, Godzilla de Roland Emmerich. Waouh, je suis toujours sur le cul de voir à quel point on chie sur ce film en disant à quel point ça ne respecte pas le matériau de base, à quel point c'est ridicule le scénario. Et à chaque fois que j'entends des critiques de la chose, je me dis toujours que c'est soit abusé, soit en chipote pour des choses qui sont pas aussi graves qu'on le dit. Alors bien entendu, il y a des trucs qui sont pas super bien écrits, certains dialogues qui sont un peu moyens, et c'est un peu le style Roland Emmerich, c'est-à-dire que moi j'aime bien ces films à Roland Emmerich, sincèrement, hein, à quelques exceptions près, je trouve que c'est quelqu'un qui fait du très bon film popcorn, et c'est exactement ce que c'est, un film popcorn avec une espèce de menace qui arrive et contre laquelle on doit se battre. Et dans la mise en scène, dans la réaction des gens, dans les liens entre personnages, l'écriture fait tout à fait le café, sans être grandement pensé, sans être super réfléchi, etc. Ça équivaut à un bon petit film d'action fantastique à grande échelle, comme il a fait avec Independence Day et d'autres films. Et ces films-là gardent un bon souvenir de la part des gens. Et bien pour moi, c'est pareil avec Godzilla.
Je trouve au passage que le design de Godzilla est super. Vraiment, j'ai vu des tonnes d'autres designs de Godzilla. Cette version-là, cette version plus lézard, un peu plus prononcée, je trouve qu'elle est beaucoup plus impressionnante que énormément d'autres versions que j'ai vues. J'ai vu un tout petit peu ce qu'était le Godzilla original dans les films japonais avec un budget de merde, hein, c'est toujours des budgets de merde. Je me dis, si ça, c'est votre Godzilla qu'il faut respecter, ouais, ça me dérange pas particulièrement qu'il l'ait pas respecté, vous voyez. Donc voilà, je sais que c'est peut-être insultant pour les fans de Godzilla, si ça se trouve, elle représente quelque chose de fort pour vous. Moi, tout ce que je sais, c'est que de tout ce que j'ai vu des films Godzilla avant, ça a su se créer sa petite identité en se détachant du truc habituel, où Godzilla est une menace efficace, où les personnages, comme dans la plupart des films de Roland Emmerich, sont corrects. C'est-à-dire qu'ils ont leur diversité, ça passe bien, après aucun n'est grandement profond ou quoi que ce soit, mais voilà quoi, ils sont suffisamment attachants pour qu'on veuille les suivre un petit peu et pour pas que ça nous déplaise, en tout cas je trouve. Pour moi, c'est un bon petit film popcorn, comme Roland Emmerich en a fait des tas, et je vois pas en quoi il est aussi merdique en comparaison à d'autres films qu'il a fait, qu'on continue pas d'encenser, mais de trouver encore sympathique à voir comme ça. Godzilla est un nom si sacré que ça pour vous? Peut-être, en tout cas pas pour moi. Et donc, à ce niveau-là, moi ça me gêne pas qu'on ait fait cette version-là. Et au passage, la série dérivée était bien sympa. Numéro 2, Vidoc. Et oui, par le réalisateur de Catwoman, j'en avais parlé, je trouve que c'est un film qui fait très bien son effet. Alors, traitez-moi d'idiot si vous voulez, moi j'ai pas vu venir tout de suite là, le rebondissement de fin, là. Le dévoilement de qui est le vrai meurtrier, tout ça, le vrai méchant. Et je trouve que ça partait sur un style très intéressant, alors qui pourra peut-être gêner un peu les épileptiques, mais bon, je ne suis pas épileptique, donc je juge à nouveau personnellement. Et ouais, ça partait sur un style un peu expérimental qui pour moi faisait bien le café. Ça donnait un aspect très oppressant, très particulier à cette ville de Paris, où on devait enquêter sur ce mystérieux tueur qui avait l'air d'être magique presque, et où Vidoc disparaît en début de film et on doit enquêter sur ce qui lui est arrivé. Déjà, le format était intéressant, quoi. C'était assez inattendu. Et je trouve que les éléments d'enquête, pas mal de dialogue, pas mal de développement scénaristique, ça se faisait nickel. Les personnages n'étaient pas excellents, mais c'était tout à fait correct, aucun était déplaisant ou quoi que ce soit. J'étais pris dans l'histoire, j'étais pris dans l'ambiance qu'on voulait créer, l'action était un peu frénétique, un peu oppressante aussi, mais c'est vraiment l'effet que ça voulait. Et c'était pas non plus aussi cassant, aussi gavant que certains veulent le dire, je trouve. Pour moi, c'est un bon film qui a bien su atteindre ce qu'il voulait. Et numéro 1, Maman, je m'occupe des méchants, ouais. Ah... Je vais aller jusqu'au bout en disant que je préfère même cet opus aux deux premiers. Histoire de dur. J'apprécie sincèrement les films Maman, j'ai raté l'avion, mais je vais dire un truc qui me gêne un petit peu dans mon appréciation. J'ai jamais été super fan du personnage de Kevin. Ouais, j'ai toujours trouvé qu'il était moyen en termes de personnage d'enfant, j'ai vu bien mieux. Et la petite morale autour de Noël... Ouais, elle me passait un peu par-dessus la tête. Ouais, sauf les petits liens qu'il créait avec cette espèce de personnage inconnu dans le premier et dans le deuxième film. Là, c'était un peu mignon, c'était un peu joli, mais la relation avec sa famille, je vous cache pas que... ça m'impactait pas plus que ça. Ça n'empêche que j'adorais beaucoup de mise en place, les pièges qui mettaient en scène, c'était, je trouve, très marrant. Hein. Le concept de Maman, j'ai raté l'avion a su engendrer presque un genre à part entière, à lui seul. Donc quand même quoi, c'est vraiment un film qui a été précurseur de beaucoup de choses quoi, hein, un film qui a vraiment su marquer, et je comprends aisément pourquoi on l'adore. Moi je l'aime bien, vraiment sincèrement, mais je préfère peut-être très légèrement Maman, je m'occupe des méchants, pour certaines raisons, en dépit du fait que beaucoup de gens trouvent que c'est vraiment trop gamin, que les personnages sont beaucoup moins intéressants, et ça part un peu trop dans le ridicule. Je trouve que ça partait déjà plutôt bien dans le ridicule dans les deux premiers films, de façon plutôt assumée, et c'est un peu ça le truc, c'était clairement des situations un peu excessives, un peu exagérées,
où honnêtement il fallait un peu accepter le fait que, en dépit de tous les sales trucs et qui se prennent sur la gueule, Marv et j'ai oublié le nom de l'autre, ils arrivent à y survivre en ayant juste mal, vous voyez, alors qu'ils devraient avoir des tonnes de lésions, il y a même des fois où ils devraient être crevés avec tout ce qui leur tombe dessus, et on accepte le fait que, bon, en fait, ça leur fait juste mal de façon cartoonesque presque. Il y a un côté cartoonesque là-dedans, assumé, et globalement, ça m'avait pas dérangé, et je trouve pas une seule seconde que ce troisième opus déroge à cette règle en termes de film familial fun. Et si je le préfère très légèrement aux deux premiers, c'est parce que j'étais un peu plus pris par les personnages. Tout simplement, je trouve que en termes de comédie, action, ça faisait bien le boulot, tout comme les autres opus, hein, vraiment. J'ai pas vu les suivants, il me semble que j'ai dû voir le 4 en filigrane, c'est-à-dire dû voir le dernier tiers ou un truc comme ça, mais ouais, j'ai pas vu les autres opus, mais l'action, la créativité dans les pièges, etc., je trouve que ça passait nickel. Le fait de jouer sur le fait qu'on a aussi des animaux avec nous qui participent un petit peu à nos petits tours, moi je trouvais que ça rajoutait un petit côté un peu farfelu en plus, plutôt sympa. Et oui, le truc le plus important, c'est que j'étais largement plus pris par les personnages, comme je l'ai dit. Le petit gamin, je le préfère à Kevin, sincèrement, c'est une espèce de petit génie qui doit subir un peu tout ce qu'il a, et j'adore la plupart de ses réactions, hein. Sérieusement, c'est pas un bête gamin qui veut tout faire lui-même au départ, il veut prévenir la police, il veut faire en sorte que les autorités s'intéressent à ce cas-là, hein, et c'est parce que les autorités ne peuvent pas, ne le croient pas et ne veulent pas s'intéresser à ce cas-là, qu'il doit prendre les choses en main de lui-même. Et la raison pour laquelle les autorités ne le croient pas, c'est que les types contre lesquels il se bat sont plutôt futés, quoi. Ce sont des espions, un truc comme ça, je sais plus les détails, mais voilà, ce sont des mecs un peu futés qui sont un peu sérieux dans leur boulot. Donc quand ils sont mis au pied du mur, ils savent réagir. C'est pour ça que il y a cette espèce de conflit qui se crée, où il est un petit peu obligé de prendre les choses en main, et où il va un petit peu prendre par surprise nos méchants, parce que ils s'attendent pas à être battus, à être confrontés à un gamin de 8-10 ans. Donc il y a vraiment cette espèce de surprise de la part de nos méchants qui perdent de plus en plus pied en perdant patience face à ce gamin. Et je trouvais qu'il y avait une mentalité, un développement, une évolution de nos personnages, de ce petit garçon qui essaye d'être futé et qui s'énerve un petit peu que personne ne le croit, et de nos méchants qui sont d'abord réfléchis mais qui deviennent de plus en plus impatients au fur et à mesure qu'ils sont confrontés à ce gamin. Et voilà, on en a 4 en plus, méchants plutôt que 2, donc ça crée plusieurs diversités, plus de diversité que dans les 2 premiers films. J'ai été largement pris là-dedans et je trouve que c'est une très bonne comédie familiale d'action légère, hein. Et je suis plutôt surpris qu'on considère ça aussi bas par rapport aux 2 premiers opus, parce que vraiment, dans tous les sites que j'ai regardés, vraiment, ce film, il est mal considéré, hein, vraiment. Personne lui donne la moyenne, on juge que c'est indigne de John Hughes, du travail de John Hughes, de ce qu'il a fait avant, et je trouve que c'est pas le cas. Voilà, hein, je dis pas que ça essaye d'être très profond, hein, c'est clair et net que les liens familiaux essayent moins d'être profond et sérieux que ça l'était dans les 2 premiers films, mais bon, dans les 2 premiers films, il y avait quand même beaucoup de ridicule, comme dans celui-là, et c'est plutôt, je pense, ce qui a davantage attiré les gens, le côté un petit peu facétieux, excessif de la situation, avec ce gamin qui pose ses pièges un petit peu improbables, et à la façon très très marrante qu'ont nos méchants de tomber dedans. C'est, je pense, la chose la mieux faite dans ce film, et le conflit vraiment se crée très rapidement entre Kevin et nos méchants. Hein, vraiment, bien entendu, il y aura le grand final où ils devront pénétrer dans sa maison et tomber dans tous ses pièges, mais même avant ça, il y a un petit conflit mental entre eux, un peu indirect, que j'ai trouvé sympathique à suivre. Vraiment, j'étais pris dans ce film à pas mal d'égards. Et le fait qu'on suive des espions qui veulent transporter une marchandise illégale, une puce illégale à travers un jouet, et je te trouvais que ça ajoutait au côté un peu excessif qu'on voulait donner à ces films-là dans les enjeux. Moi, je trouve que ça le faisait nickel.
Donc ouais, c'était pour ma part dans la même lignée que les deux premiers opus, et dans l'absolu je les préfère même légèrement aux deux premiers opus. En dépit de ce que tout le monde en dit, j'aime beaucoup ce film. Je trouve pas que ce soit un grand chef-d'œuvre ou quoi que ce soit, on est quand même assez loin, mais c'est un bon film qui a des ambitions simples, mais qui les réussit très bien, je trouve. Et c'est mon préféré de la saga, même si je dois être une des rares personnes dans ce cas. En tout cas, merci d'avoir suivi cette liste, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne sont pas d'accord avec moi sur certains points, sur certains films. N'hésitez pas à dire quels autres films pour vous sont injustement méprisés d'après vos goûts, ça ferait plaisir de voir ça aussi en commentaire, en liste, je suis curieux de voir ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous le mois prochain, donc, pour la liste des 15 films que tout le monde adore, mais pas moi. On verra ce que ça donnera. À bientôt, au revoir.